Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va commencer une nouvelle série dont le but est de vérifier des articles, des documents, etc. afin d'acquérir une méthode. Alors aujourd'hui pour commencer on a un article très intéressant puisqu'il a été écrit par un médecin, ce qui fait que déjà l'article est bien sourcé et en plus il a une conclusion tout à fait atypique. Pour un médecin évidemment. Donc en effet, puisque cet article nous présente le cheminement moral de ce médecin qui est passé de pro-vax à 100% à en effet les vaccins sont une cause probable d'autisme. Donc nous allons en profiter pour tout regarder, vérifier le maximum et essayer à la fin de tirer une conclusion. Mais gardons à l'esprit que ce qui est le plus intéressant, c'est la méthode, afin que vous puissiez prendre le réflexe de faire la même chose. Là, je l'ai fait moi pour cet article, mais c'est pas ça qui est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que les gens prennent le réflexe de vérifier leurs sources. Allez, c'est parti pour voir ce qui a fait changer d'avis. Donc on va pas étudier chaque phrase du document, on va étudier celles qui sont vraiment intéressantes et qui transportent des informations, parce que sinon les autres, on va perdre du temps. Le premier paragraphe intéressant dit: l'un des arguments complotistes les plus répandus et le plus facile à contrer, c'est l'argument de la dose. Si on compare les quelques 820 microgrammes du premier vaccin administré à l'âge de 2 mois, au seuil européen hebdomadaire alimentaire de 1000 microgrammes par kilo par semaine, ça semble en effet bien inférieur. Mais peut-on vraiment comparer les doses alimentaires aux doses injectées sans prendre en compte les différences d'accumulation? Alors on commence par voir de quel vaccin il parle. Le premier vaccin administré, donc en allant sur Vaccin Info Service, on voit que le premier vaccin administrable est celui de la tuberculose à 1 mois, le vaccin BCG. Mais en regardant dans les sources qu'il donne gracieusement, on se rend compte qu'il ne parle pas du tout de ce vaccin-là, mais en fait bien d'un vaccin qui est administrable à 2 mois. Donc c'est là que les sources sont utiles, ça permet à ce qu'il n'y ait pas de malentendus. Nous allons donc voir ces sources et nous nous rendons compte qu'il parle de l'Inforix EXA. En allant sur vaccination-info-service.fr, dans la catégorie les vaccins existants en France, on se rend compte que l'Inforix EXA est en effet un vaccin commercialisé, tout ce qu'il y a de plus existant. Alors ce vaccin il protège contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, influenza type B et l'hépatite B. Alors je vous renvoie vers une vidéo de Primum non nocere pour savoir ce que font ces maladies. La vidéo est très intéressante, d'autant plus qu'on a tendance un peu à oublier ce que font ces maladies. Et pour moi, c'est une des causes du mouvement anti-vax. On vérifie ensuite qu'il y a bien la dose qu'il a indiquée d'aluminium dans le vaccin. Alors j'ai trouvé la composition du vaccin sur ca.gsk.com. Alors GSK qui est une très grande entreprise pharmaceutique. Et donc, dans ce vaccin, il y a en effet 0,82 mg d'aluminium. Donc, jusque-là, tout est parfait. Pour ce qui est de la valeur de 1 mg par kilo par semaine, c'est en effet ce qui est recommandé. Et cela correspond à 7 g par jour, environ. Cependant, j'ai trouvé d'autres sources qui disent que la dose acceptable va jusqu'à 2 g par kilo par jour. Alors, ça ne change pas énormément, vous le verrez, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on peut aller jusqu'à 2 grammes. L'affirmation suivante qu'il donne est moins de 0,3% de l'aluminium d'origine alimentaire reste durablement dans l'organisme, contre plus de 75% de l'aluminium d'origine vaccinale chez les lapins, car il n'y a pas de données expérimentales chez les humains. Alors il donne ici 3 sources, donc c'est très intéressant, sauf que hélas, elles n'ont pas de lien direct. Alors, c'est l'occasion de faire quelque chose de très intéressant, qui va être d'aller rechercher un article scientifique par nous-mêmes. Pour ce faire, nous allons aller sur Google Scholar. Alors, on va ensuite taper le nom de l'article, qui est The Biological Behavior, etc. Ensuite, on le trouve, on clique dessus, on se rend compte que c'est un article payant. Ah, zut de crotte. Comment fait-on ? Bien, on va sur Sci-Hub. Alors Sci-Hub, c'est génial, Sci-Hub. Et il y aura une vidéo consacrée à la fois à Sci-Hub, mais surtout à comment lire les articles scientifiques.
comment les trouver et comment se rendre sur Sci-Hub. Voilà, donc ce sera dans une prochaine vidéo. Alors, cet article, déjà c'est un article qui est un article plutôt de qualité, puisqu'il est beaucoup cité. Donc c'est que la revue par les pairs s'est bien passée. Pour ce qui est du chiffre de 0,3% d'absorption dans la nourriture, bah, c'est en effet ça, hein. L'article dit entre 0,28 et 0,64%. On remarque au passage que 0,37% de l'aluminium dans l'eau est absorbé. Voilà, donc ça c'est un fait intéressant. Alors on continue de descendre, on lit l'article, et on se rend compte que à un autre endroit, il parle de l'aluminium dans le sang, et que ce dernier est retenu à hauteur de 2% dans le corps. Voilà. En sachant que les vaccins sont faits en fait dans les tissus musculaires, la plupart du temps, parce que c'est une zone très irriguée en sang, ce qui permet de facilement diffuser à tout l'organisme en fait. Donc en fait, les vaccins ne restent pas dans les cellules et dans les tissus où le vaccin est injecté. Ils se dispersent dans l'organisme via le sang. S'il n'y a que 2% à rester dans le corps durablement, c'est parce que l'aluminium ira dans les selles et l'urine. Alors maintenant, puisque les vaccins vont dans le sang, on a le droit de se demander pourquoi est-ce que lui il trouve 75% d'absorption d'aluminium alors que le sang c'est juste 2% quoi. Donc ils ont remarqué que 17% de l'aluminium sous forme d'hydroxyde était retenu dans le corps durablement et que 50%, enfin 51% des phosphates d'aluminium sont absorbés. Donc il ne parle donc pas de 75%. En tout cas, je n'ai pas lu de chiffres qui parlaient de 75% d'absorption chez ces lapins. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est d'accord, mais qu'est-ce que ça nous apporte? Parce qu'il faut savoir que les lapins sont très différents des humains. Déjà, les lapins sont très différents des rats, qui eux-mêmes sont très différents des humains. La comparaison est vachement moins pertinente que regarder simplement les études qu'il avait déjà, puisque c'est lui qui m'a permis de la trouver. Donc l'étude qu'il avait avant sur le sang était beaucoup plus pertinente, puisqu'en fait, comment il mesurait la rétention d'aluminium? Il suffit de savoir quelle quantité le patient ingère, ensuite regarder la concentration dans ses selles et ses urines, et pof, le reste, eh bien c'est toujours dans son corps. Donc il n'y a pas besoin de tuer les patients pour mesurer la quantité absorbée. Donc la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il a préféré utiliser l'étude sur les lapins plutôt que celle sur les hommes, qu'il avait déjà à sa disposition, puisque c'est grâce à lui qu'on l'a récupéré. Et ensuite, où est-ce qu'il a vu ces chiffres? Alors pour le 51%, c'est beaucoup en effet, mais c'est pas 75%. Nous, on continuera d'utiliser le 2%, puisque c'est celui qui est le plus pertinent, étant donné que ce sont des chiffres pour l'homme, et que nous ne sommes pas des lapins. Alors, il continue en disant, quand on prend en compte l'accumulation, considérable semble être un adjectif plus adapté que négligeable. J'en ai des frissons dans le dos, d'une part car je sais que l'aluminium est neurotoxique, donc injecter une dose considérable c'est gênant, mais surtout car j'avais une très haute confiance dans les connaissances et je réalise avec effroi que je me trompais sur ce point. Nous allons maintenant faire un petit calcul, parce que je pense que c'est nécessaire. Donc, en sachant que on va prendre la dose de 1 mg par kilo par semaine, donc 7 grammes par jour, et on va voir en fait quelle quantité est retenue dans le corps, dans l'organisme, par jour, ou avec un vaccin. Alors il faut faire la quantité fois l'absorption. Dans le cas du vaccin, ça fait 0,82 fois 0,02, ce qui nous donne un total de 0,0164 mg. Pour l'alimentation, on fait 7 grammes fois 0,3, 0,3 étant le pourcentage absorbé. Et on trouve 2100 mg. Ce qui veut dire que dans un vaccin, il y a la quantité d'aluminium absorbée, je tiens à dire cela, absorbée, on compare des unités qui sont comparables.
Là, c'est vraiment, dans les deux cas, c'est l'aluminium absorbé. Donc la quantité dans le vaccin représente donc 0,008% de la dose journalière. Alors, on peut s'amuser à faire un petit calcul d'équivalent en eau. Un vaccin, c'est comme boire 25 centilitres d'eau du robinet. Le calcul s'affiche à l'écran. Il continue en disant dans son article, aucune des études analysées ne compare de groupe avec adjuvant aluminique versus groupe sans adjuvant aluminique. Donc, impossible de conclure quoi que ce soit de solide au sujet de cet adjuvant. Ces méta-analyses devraient être titrées « Aucun lien entre antigènes des vaccins et autisme n'a été détecté concernant les vaccins étudiés, ni aucun effet. » Voilà. Il dit ensuite la conclusion des vidéos est qu'au vu des données actuelles, l'aluminium vaccinal est vraisemblablement l'une des causes de l'autisme. On va retourner sur Google Scholar, on va regarder une méta-analyse. La première que l'on trouve sur les vaccins, donc j'ai tapé vaccine méta-analysis autism. On prend la première qui est citée 569 fois. Et elle dit qu'aucun lien n'a été établi entre vaccin et autisme. Cette méta-analyse a été faite sur 1 250 000 enfants, ce qui est énorme. Et le fait qu'il n'y ait pas de groupe avec aluminium et sans aluminium n'indique rien en fait, parce que l'aluminium est le principal adjuvant. Donc si l'aluminium avait réellement un effet sur l'autisme, eh bien il aurait dû apparaître, même très faiblement dans l'étude. C'est pas un petit effet. Le fait qu'il n'y ait aucun effet montre que, eh bien, c'est exactement ça, il n'y a aucun effet. Il n'y a pas besoin de faire un groupe avec et sans aluminium. Puisque si de toute façon, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'effet. Faire un groupe avec et sans aluminium permettrait de vérifier si c'est l'aluminium la cause de l'effet. Mais puisqu'il n'y a pas d'effet, eh bien on s'en moque. Alors, on a donc vu que cet article n'est pas de très grande qualité. Moi, je vous invite à revérifier mes sources. Elles seront toutes dans la description, je le dis. À me faire remonter une erreur si jamais vous en croisez. Eh bien, je vous inciterai aussi à vérifier vos sources tout le temps, car même dans celles que l'on croit être les plus fiables, eh bien finalement il y a des erreurs, peut-être des petites manipulations, comme on a pu le voir avec ce médecin. Il y a des chiffres qui ne collent pas. Bon, cette vidéo était quand même assez longue à préparer en termes d'études à lire, en termes de sources à trouver. Donc, si jamais elle vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans les commentaires, à me le faire savoir. Si vous préférez les vidéos simplement sur des biais cognitifs, faites-le savoir aussi. Si vous trouvez que les deux se complètent bien, pareil. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vais finir avec quelques mots pour que YouTube ne monétise pas la vidéo sans mon consentement. Alors les mots de cette semaine sont Ben Laden, guerre, fake news et dissolution de la branche éthique de chez Google. Intéressant. Voilà, je vous retrouve donc mercredi prochain.